Les ETF et plus largement la gestion indicielle connaît un succès incroyable, c'est une évidence, un succès qui ne se dément pas année après année et mois après mois. Leurs atouts, on les connaît bien sûr, ça coûte pas cher, on sait ce qu'on achète, mais il y a aussi des risques qui sont associés aux ETF et ça c'est vrai que pour le coup, on en parle un petit peu moins. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D, et donc aujourd'hui vous êtes là pour tirer la sonnette d'alarme sur les ETF qui rencontrent quand même encore une fois un succès comme jamais, fulgurant. Qu'est-ce qui se passe là? Le succès des autres, ça vous dérange, hein? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un succès qui est légitime. Vous l'avez dit, ce sont des produits qui sont pas chers, ça joue le bêta, c'est simple à comprendre, c'est transparent. Ça joue le bêta, ça suit les performances. Ça suit un indice. Ça suit un indice. Le CAC 40, le Nasdaq, ça vous dit pas, sans surprise. Ça vous dit pas, on va essayer de battre le CAC ou le Nasdaq. Ça suit bêtement le CAC et le Nasdaq. Donc, d'une certaine façon, tout ça à moindre frais. Mais il y a quand même quelques zones d'ombre. Il y a un peu les 5 péchés capitaux des ETF. C'est le sujet du jour. Mais actuellement, encore une fois, cette montée en puissance, elle ne s'arrête pas. Elle ne Dans les s'arrête pas. portefeuilles des investisseurs, récemment, instituts et même particuliers, il y a une montée en puissance qui est évidente, quoi. Récemment, JP Morgan a publié une étude qui indique que dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels, on est à peu près à 29% en ETF et d'ici 2 ou 3 ans, on sera à 40% des actifs en ETF. C'est colossal. Mais selon vous, il y a des zones d'ombre qui sont, ma foi, parfois passées sous silence. Oui, alors qui sont de nature plus ou moins pénalisante pour l'investisseur. Mais une des zones d'ombre, un des problèmes que vous avez sur les ETF, c'est le risque systémique. Pourquoi? Parce que l'ETF, il dit, moi, ma vocation, c'est de suivre un indice. Et effectivement, il y a des moments où les ETF amplifient les mouvements des indices, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Instantanément? Voilà. C'est ça? Quasiment instantanément. En gros, dit autrement, quand ça bouge beaucoup. Quand ça bouge beaucoup, eh ben, l'ETF en rajoute. Alors ça peut être à la hausse comme à la baisse. Et ce risque systémique, il n'est pas nouveau. Il y a le FMI et la Banque mondiale, il y a déjà 6-7 ans, qui avaient tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, il y a un risque systémique sur les ETF ». Et ça s'est vérifié. En mai 2010 ou en août 2015, on a eu des moments où on avait les marchés boursiers qui, pour différentes raisons, ne cotaient pas, et vous aviez les ETF qui, eux, continuaient à s'échanger avec des mouvements erratiques dans tous les sens. Et donc, il y a ces risques systémiques dont les investisseurs ne sont pas toujours conscients. Notamment dans les moments de stress. Mais après, ça revient à la normale, j'imagine. Oui, après, ça revient à la normale, sauf que vous pouvez avoir un décalage assez conséquent entre la transaction que vous avez fait sur votre ETF et puis la valeur de marché. Et donc ça, c'est un premier problème. Puis il y a un autre problème sur les ETF. Il y a un engouement, il y a eu plusieurs générations d'ETF. Les premières générations allaient sur les grands indices, les CAC 40, les S&P 500. Les deuxièmes sont allés sur des indices sectoriels. Et maintenant, c'est le deuxième problème, on a des indices qui viennent de nulle part, où il n'y a pas de track record. Je pense à un ETF qui est un ETF bas carbone. Donc c'est un ETF. C'est une thématique qui est porteuse. Mais c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est moralement. Contre la transition écologique. Mais pas du tout. Je supporte à 200% la transition écologique. Je dis, attention, ce qu'on aime sur un ETF, c'est quoi? C'est la transparence. Et ce qui fait la force, une des forces de l'ETF, c'est la légitimité de l'indice. Ouais. Tous les indices ne se valent pas. Ouais. Et donc, vous avez des indices un petit peu évolués comme le CAC 40, le S&P 500, vous avez des indices moins évolués comme le Dow Jones, mais le Dow Jones, même si en termes de méthodologie, il n'est pas très évolué, il existe depuis des décennies et des décennies, donc tout le monde sait ce que c'est. Quand vous avez un ETF low carbone, c'est sympathique en termes de transition énergétique. Le problème, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'indice et vous n'avez pas de track record sur l'indice. D'historique de performance. D'historique. Et c'est, à mon avis, un problème sur de plus en plus d'ETF qui sont sur des indices qui tombent un peu de la lune, comme ça, où il n'y a pas de track record, c'est des indices venus de nulle part. Donc avec des indices parfois un petit peu étranges, c'est ça? Oui, on a de plus en plus d'indices étranges. Une des illustrations les plus criantes, c'est le développement des indices Smart Beta. Ah, pardon, c'est quand même pas con, c'est pour réduire le risque de son portefeuille. Non, c'est pas ça le principe du Smart Beta? Alors, le Smart Beta, il y a fait une vidéo ensemble qui a fait un carton. Oui, alors le Smart Beta, il y a plusieurs flavors, il y a plusieurs types de Smart Beta. Il y en a qui veulent réduire la volatilité. Il y en a qui disent on va se tourner vers les fondamentaux, la croissance du chiffre d'affaires, la marge nette, etc. Et donc on repondère. Mais le problème du Smart Beta, c'est qu'on repondère
poids des boîtes dans l'indice. Ce n'est pas critiquable en tant que tel. En fait, avec le Smart Beta, on réinvente un type de gestion qui existait déjà il y a 30 ans, qu'on appelle la gestion systématique. C'est quoi ça? La gestion systématique, au lieu d'avoir un gérant qui est David ou Frédéric, vous avez tout un système de règles qui indique dans quel cas on met une valeur en portefeuille et dans quelles conditions on va la sortir. Et donc, ça vous donne un système très prévisible, mais là encore, ce Smart Beta vous ramène sur une forme de gestion active. Mais en quoi c'est problématique par rapport aux ETF pour le coup? Alors, c'est problématique parce que souvent, ce que les gens aiment bien sur l'ETF, c'est d'être dans le marché. Quand vous achetez le CAC 40, vous dites « Ouh là là, je ne vais pas investir avec un gérant qui me dit qu'il va faire mieux que le CAC 40. J'ai des ambitions plus modestes ou plus simples. Je veux tout simplement coller au CAC 40. » Quand vous êtes sur du Smart Beta, vous n'avez pas de prédictibilité du comportement de votre indice. Donc on sort un peu de la logique originelle des ETF, c'est ça? On sort de la logique originelle des ETF, et d'ailleurs le nom l'indique bien. Normalement un ETF c'est prendre du bêta, et là on prend du bêta intelligent, du smart bêta. Donc c'est un petit peu, ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Vous parlez aussi d'une forme, on va dire, de naïveté de la part des investisseurs à l'égard des ETF. Oui, ça c'est un autre problème, c'est le quatrième problème qu'ont certains... Alors c'est pas un problème des ETF en tant que tel, mais c'est la façon dont les investisseurs perçoivent les ETF en disant c'est moins risqué, un ETF c'est moins risqué que la gestion active. Pas du tout. Quand vous achetez un ETF CAC 40, si le CAC 40 plonge, votre ETF CAC 40, il va plonger lui aussi. Les investisseurs confondent plusieurs choses. Quand vous achetez un fonds actif, il y a l'alpha et le bêta, et il y a ce qu'on appelle le risque gérant. C'est-à-dire que votre gérant peut faire des erreurs. Alors des fois, il génère de la surperformance, c'est ce qu'on appelle l'alpha, mais des fois, il y a de la contre-performance, et ça, c'est un risque pour vos investisseurs. Alors c'est vrai que quand vous investissez dans un ETF, il n'y a pas de gérant, il n'y a pas ce risque gérant, vous n'achetez que du bêta. Mais pour autant, si la classe d'actifs se casse la figure, si les marchés américains se cassent la figure, votre ETF S&P 500 vous emmène au sous-sol. Voilà. Donc il y a cette idée chez certains que les ETF, il n'y a pas de risque à investir dans les ETF. Il y a le risque de marché. Il y a le risque de marché, bien sûr. Qui est lié avec le consubstantiel et qui est inhérent à l'indice qui le réplique. Qui est consubstantiel. Bon, il nous reste un dernier péché capital, le cinquième. Alors c'est quoi ça? Investir en ETF. Parce que je vous suis, 1, 2, 3, 4, il y a le cinquième. C'est bien. Alors investir en ETF porte des risques et surtout, ça ne règle pas tout votre travail à vous en tant qu'investisseur. Et une partie de votre travail, c'est ce qu'on appelle l'allocation. L'allocation, c'est quoi? C'est de dire, je choisis mes supports, ça c'est bien, et j'identifie les moments où il faut rentrer. J'identifie les moments où il faut sortir. Et là, les ETF ne règlent rien. Ben non. Vous vous dites, tiens, il faut un peu d'États-Unis, il faut des émergents, et on va quand même garder un peu des marchés européens. OK, de la zone euro. Combien? Les États-Unis, c'est plutôt 12% de votre projection, c'est plutôt 5%, c'est plutôt 25%. Est-ce qu'il faut renforcer votre exposition? Donc tout ce travail d'allocation, qui est un travail très technique, c'est fait par des investisseurs professionnels qui sont des économistes et des économistes de marché. Quand vous investissez en ETF, vous n'avez fait que la moitié du travail. Il faut faire ce travail d'allocation qui reste un travail... Sauf si on prend un ETF monde sur un indice MSCI monde. Et là, on a résolu le problème. Non, parce que souvent, votre MSCI monde, c'est un ETF action. Donc, il y a un moment, il faut sortir des actions éventuellement pour aller sur les obligations. C'est de moins en moins vrai. Mais Encore que je dis ça, mais maintenant que les investisseurs voient les obligations souveraines comme étant quelque chose où on fait du spiel, où on peut éventuellement gagner sur la baisse de taux. Donc MSCI Monde ne règle pas votre question. Parce que vous pouvez avoir besoin de réduire l'exposition sur les marchés actions globaux pour aller soit sur les actions, soit sur de l'immobilier, soit sur d'autres classes d'actifs qui sont portées par les ETF. Je pense aux matières premières. Vous avez des ETP qui vous permettent de vous exporter aux matières premières. Et donc, de vous exposer, pardon, sur les matières premières. Et là, c'est à vous de faire ce job, ou à votre conseiller. Voilà. Donc au final, évidemment, on n'est pas là pour critiquer, enfin on est là pour faire notre job. On a dit effectivement, il y a plein d'aspects positifs, mais il y a des zones d'ombre. Il mieux vaut en avoir conscience. Ce n'est pas une panacée universelle qui règle tous vos problèmes d'investisseurs. Ce sont des briques de gestion extrêmement puissantes. Les ETF doivent être aujourd'hui au cœur d'une gestion. Avec d'un côté, peut-être, je pense, je ne suis pas un expert non plus, mais des ETF comme une base aussi, et puis derrière, trouver les bons gérants actifs qui eux font de l'alpha, qui eux vraiment génèrent de la surperformance, et le mariage des deux, c'est le meilleur des deux mondes. Exactement, ce qu'il faut éviter, c'est soit vous prenez, et souvent dans un portefeuille, vous allez avoir de la gestion complètement passive, c'est les ETF, de la gestion active, c'est de la gestion de production. Et ce qu'il faut éviter, c'est la fausse gestion active qui, grosso modo, suit la performance d'un indice avec
les frais d'un fonds actif qui sont de 2%. Ceux-là, il faut les sortir du marché. Il y a des LBPAM France Indice. Grosso modo, ça suit la performance de l'indice CAC 40. Ça n'a pas de valeur ajoutée, il y a 2% de frais. Donc, alors que les frais sur les ETF sont de 0,25%. Oui, ça oscille entre 0,20, 0,4, 0,5, selon les classes d'actifs. Voilà les 5 péchés capitaux des ETF signés donc Frédéric Lorenzini, cofondateur du site N3D. Merci. À bientôt.